So hello everyone and welcome to today's Bonjour. webinar on staff Bonjour à care tous. Alors, policies. bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur les politiques d'aide au personnel. Merci de vous joindre à nous. Nous sommes ravis que vous soyez ici. Je m'appelle Caroline Whiteway et je serai votre modératrice. Je suis la directrice exécutive d'ARESA. ARESA est aussi connue sous le nom d'Atlantic Region Association of Immigrant Serving Agencies. C'est une association cadre regroupant des organisations qui jouent un rôle important dans l'établissement et l'intégration des nouveaux arrivants dans nos communautés du Canada atlantique. Nous sommes très chanceux d'avoir comme conférencier aujourd'hui Vince Pietropaolo, le directeur général de Costi Family and Mental Health Services. C'est un praticien expérimenté et bien informé dans le domaine et il a fait de nombreuses présentations sur ces questions. Je voulais partager quelques notes utiles avant de commencer. Le webinaire d'aujourd'hui sera disponible sur demande après la session. Nous vous enverrons un courriel sur la façon d'accéder à la vidéo et à la présentation. La présentation sera en anglais et vous pouvez accéder à l'interprétation simultanée en français en cliquant sur l'icône d'interprétation au bas de votre écran. Cherchez le drapeau français. Vous avez également reçu les diapositives en français dans un rappel aujourd'hui. Vince répondra à vos questions à la fin de la présentation. Veuillez taper vos questions dans la boîte de questions et réponses au bas de l'écran. Vous pourrez également voter pour vos questions préférées. Veuillez utiliser la boîte de discussion pour nous faire part de tout problème technique que vous rencontrez et nous ferons de notre mieux pour vous aider. Alors, sans plus attendre, voudrais commencer par souhaiter la bienvenue à Vince Pietropaolo. Vince, à vous. Merci beaucoup, Caroline, et merci beaucoup pour cette présentation très gentille. Alors, je suis très heureux d'être ici avec vous aussi. Donc, c'est le deuxième webinaire. Et puis, on avait parlé de la fatigue de compassion et puis les traumatismes indirects et aussi avec les personnes qui ont subi des événements traumatisants dans leur vie. Aujourd'hui, on va beaucoup parler du personnel qui travaille dans l'administration gouvernementale et des personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes, que ce soit en revenant d'un pays qui vit la guerre ou d'autres problèmes, ou ceux qui vivaient dans le Canada et ont de la difficulté à s'intégrer et puis ont fait l'expérience des événements traumatisants dans le processus d'établissement ici. Donc, je vais vous parler d'où je travaille. Je travaille à Costi. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Costi a peut-être l'agence la plus large pour les immigrants dans la région de Toronto. On offre des services d'éducation, d'emploi et des services sociaux pour les nouveaux arrivants. Et dans les services sociaux où je travaille dans le centre de santé mentale pour les familles qui donne du soutien psychologique pour les familles, pour les réfugiés, pour les immigrants et leurs familles. Et on a développé un programme pour les réfugiés où on fait des interventions psychologiques et psychiatriques pour les nouveaux arrivants qui souffrent de différents problèmes. On parle de dépression, d'anxiété et aussi le syndrome de stress post-traumatique, bien sûr. Donc, voici le programme d'aujourd'hui. Nous allons faire l'examen de protocoles d'aide. On veut voir comment aider et comment développer des soutiens au programme et aussi des stratégies de bien-être personnel dans le contexte pour s'assurer que les gens et les prestataires de services qu'ils prennent soin de leur propre santé, qui est très importante parce qu'ils ont besoin d'être en santé, qu'ils ont un bon esprit et puis une bonne santé pour offrir ces services lorsque les nouveaux arrivants ont besoin, viennent chercher de l'aide dans leurs agences. Donc, nous allons parler maintenant du stress en milieu de travail. Pour la plupart d'entre nous, à part l'interaction avec nos clients où on écoute et on est exposé à leurs récits
récits de vie où on entend des histoires d'horreur et de souffrance et de traumatisme. On peut, peut-être qu'on ressent du stress parce qu'il y a des incertitudes par au licenciement. On a aussi un besoin de satisfaire à des attentes de plus en plus élevées, sans augmentation. Et puis, peut-être vous travaillez dans une agence où on ne vous donne pas de validation, où il y a un manque de validation. Il y a toujours un risque où on travaille dans un lieu de travail qui n'est pas sécuritaire et il peut y avoir de l'intimidation aussi. Et aussi de travailler avec des clients qui démontrent différents défis et puis le stress et dans l'intervention. Donc, le milieu de travail peut être très stressant. Donc, même sans interagir avec les clients, on a déjà un stress de base. Donc, voici des réactions au stress en milieu de travail. On définit l'épuisement professionnel, le premier carré. Aussi, la semaine dernière, on a parlé de l'usure de compassion et le traumatisme indirect. Et brièvement, je vais juste vous parler un peu des trois, faire une révision de ce que ça veut dire. Je suis désolée, on dirait que mes diapositives semblent ne pas écouter mes directives, donc je suis désolée pour les distractions. Donc, l'épuisement personnel, c'est lorsque vos valeurs personnelles ne sont pas alignées avec les valeurs du travail. Un exemple de cela, si vous êtes une personne qui a beaucoup de compassion et vous travaillez dans un environnement corporatif donc c'est peut-être un peu contradictoire avec vos valeurs personnelles. Et peut-être que vous pouvez être désenchanté et désillusionné. Donc, l'usure de compassion, c'est une exposition répétée et constante à la souffrance et puis la désensibilisation qui vient d'une surexposition à ces troubles et aussi sans prendre soin de soi-même et on commence à ressentir un manque de compassion envers les gens. Et enfin, le traumatisme indirect qui est peut-être l'impact le plus profond, le plus important, c'est la souffrance indirecte des traumatismes des autres. Donc, pour souffrir d'un traumatisme indirect, il faut que quelqu'un soit exposé à des récits de traumatisme et peut-être transiger avec les gens ou communiquer avec des gens qui ont vécu ces traumatismes. Donc, on trouve cela le plus commun dans notre secteur, notre domaine de travail. Commençons maintenant à parler des politiques de soins pour le personnel ou de soins de personnel. On doit reconnaître que le personnel qui travaille avec des réfugiés et des nouveaux arrivants ont un niveau de stress différent des autres types de travaux, de travail. Peut-être que vous avez à composer avec des problèmes après l'établissement. Peut-être qu'il y a des difficultés avec vos clients qui ne sont pas intégrés ou sont intégrés. C'est différent si de travailler avec un réfugié qui est nouvellement arrivé et puis a des problèmes différents, que ce soit l'exposition à des traumatismes ou peut-être pour être diagnostiqué avec le SS, c'est-à-dire le syndrome du stress post-traumatique. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on veut élaborer des protocoles qui peuvent appuyer la prise de décisions difficiles. Souvent, lorsqu'on travaille avec des réfugiés, on est placé dans une position où on doit prendre des décisions très difficiles. Un exemple de cela, c'est lorsqu'on doit appeler l'aide aux enfants dans des cas où vous avez entendu dire où quelqu'un a fait une déclaration qu'un enfant est à risque. Vous avez un rapport avec les parents, vous soutenez les parents, puis ensuite, vous devez signaler et faire un rapport sur le parent. Donc, avoir des structures, des politiques en place pour savoir comment répondre à ces problèmes, ça serait beaucoup. Ce qu'on veut dire, c'est que à travers les protocoles, les gens connaissent, vont savoir comment traiter un problème particulier et quelles sont les ressources qui sont disponibles. Avec la formation et beaucoup de détails, il y a une bonne réponse et puis ça réduit l'impact émotif
par rapport à la culpabilité, par exemple, et puis peut-être l'indécision, donc questionner sa propre décision. Aussi, on veut offrir des programmes de soutien. Donc, on veut reconnaître le niveau du stress au travail et offrir dans le programme des soutiens qui peuvent créer un milieu de travail sécuritaire qui va avoir une certaine structure pour que le personnel se ressente vraiment qu'ils ont un bon soutien et puis qu'ils peuvent s'occuper de soi-même. Donc, ils sont actifs, ils sont concentrés. Il va les aider à prendre des décisions aussi. Il va leur éviter plus de stress. Donc, on veut bien sûr que les organisations ça va aider l'organisation. Donc, c'est sûr que les organisations sont composées de membres du personnel. Donc, si on aide le personnel, on aide l'organisation. Donc, en termes de congé de maladie, on doit développer des politiques au niveau organisationnel. Un exemple, par exemple, à Costi, nous avons développé toutes sortes d'aides de soutien en offrant un accommodement pour la flexibilité de l'horaire de travail, pour d'offrir des jours de congé, pour redonner à l'employé un repos mental, peut-être une récréation, un changement pour revenir avec une meilleure attitude et avoir une présence plus saine. Donc, lorsque nous élaborons des protocoles pour aider le personnel à prendre des décisions difficiles, on regarde beaucoup quelles sont ces situations difficiles. Comme j'ai mentionné plus tôt, qu'il y a des communiqués avec les services de protection de l'enfance lorsqu'on a une déclaration ou lorsqu'on est en train de penser qu'un enfant n'est pas en sécurité ou est abusé. Donc, il y a des étapes en place, un protocole en place qui va guider la personne pour prendre la décision. Il y a aussi une formation pour soutenir ce protocole. Ce n'est pas une feuille de papier seulement, mais il y a une formation qui peut donner au personnel une compréhension de l'importance de chacune des étapes et pour qu'ils puissent aussi expliquer et comment réagir à réaction des clients aussi. Donc, ça peut aider dans des situations où il y a une déclaration de quelqu'un qui fait l'expérience d'un abus conjugal. Donc, comment communiquer avec la police, quand communiquer avec elle. Donc, ça peut tout être déterminé dans le protocole. À Toronto, on est très chanceux parce qu'ici, le secteur pour les femmes et les enfants ont développé un superbe protocole qui aide beaucoup à prendre les décisions, comment les deux peuvent être impliqués. Ce qui comprend le contact à la police. Donc, c'est des super bons documents qui donnent beaucoup de renseignements et qui enlèvent les pratiques de prise de décision qui sont stressantes elles-mêmes. Donc, on quitte, disons, les réactions qui sont aléatoires, qui sont ponctuelles, et puis on a quelque chose de plus cohérent. Donc, ce n'est pas rare d'avoir du stress lorsqu'on a en fait, OK. Ce n'est pas rare qu'un client va réagir d'une manière agressive lorsqu'on dit quelque chose qui va déclencher en eux un rappel de leurs expériences traumatisantes. Donc, il faut donner aux employés des directives pour savoir comment réagir à ces réactions et puis comment travailler d'une manière collaborative avec des comportements qui sont agressifs chez les clients. C'est ce qu'on voit malheureusement de plus en plus. Donc, on veut des politiques aussi autour qui sont basées sur les traumatismes et puis aussi on veut faire beaucoup former le personnel pour qu'ils puissent avoir disons, un protocole de réaction
aux situations qui peuvent être causées par les traumatismes. Un autre problème qui est toujours un défi pour les travailleurs d'établissement, c'est les comportements d'automutilation et à des idées suicidaires. Donc, ça peut être très alarmant, très intense, décidément très, très stressant lorsqu'on est en train de travailler avec un client qui parle d'idées suicidaires. C'est des pensées suicidaires ou des souhaits d'automutilation, pardon. Si on voit de l'automutilation auprès des clients, lorsqu'ils parlent de se couper ou lorsqu'ils ont une dépendance sur les narcotiques. Donc, ça rentre tout dans ce cadre d'automutilation. À part la formation, il faut avoir des protocoles en place où les gens ne prennent pas des décisions en isolation, où les gens, peut-être, on utilise des écrans, non, c'est-à-dire des façons de faire le triage, des façons de dépister qui ont aussi quand on contacte les services ambulanciers, par exemple, ou différents services. Quand est-ce qu'on peut appeler les services de protection de l'enfance? Donc, ça peut nous aider comment, avec qui ont des suicidaires ou d'autres problèmes psychologiques. Donc, ces 4 points sont très importants. Donc, ces protocoles pour ces 4 points, il faut un programme de soutien et puis il y a de la responsabilisation qui est incluse dans ce protocole et puis il y a un processus de consultation pour s'occuper du personnel pour qu'ils ne pensent pas qu'ils prennent cette décision d'une manière isolée et qu'ils prennent des décisions qui vont aider en client et qu'ils prennent les bonnes décisions. Donc, on enlève l'impulsivité et puis la culpabilité et puis les réponses négatives. Ce qui n'est pas inclus ici, lorsqu'on élabore des protocoles, c'est qu'on veut aussi informer les superviseurs et les autres membres du personnel parce que c'est des décisions très stressantes et très difficiles lorsque les clients nous mettent au défi de cette façon, de manière agressive, desquelles manières qu'on a mentionnées. Lorsqu'on parle de vos milieux, ça pourrait dire où mettre votre bureau pour qu'il y ait une façon de sortir du bureau lorsqu'il y a un problème avec le client. Quels sont les moyens garder le personnel en vie? Des problèmes logiques très sérieux et puis leur comportement augmente en intensité et puis commence à agir d'une manière avec un accès de colère, par exemple. Donc, on veut savoir comment s'occuper de cette situation d'une manière collaborative et cohérente. Donc, pour les congés personnels ou de santé mentale, c'est une façon merveilleuse d'aider le personnel lorsque le personnel se rend compte qu'ils sont atteints leurs limites, lorsque leur cerveau et leur corps ne peuvent plus donner, ils vont prendre une journée pour se reposer. C'est une façon merveilleuse où les gens ne vont pas se sentir coupables d'appeler et de demander un congé de maladie. C'est fantastique quand un organisme reconnaît que les niveaux de stress auxquels une personne est exposée quotidiennement. Aussi, lorsqu'on parle des horaires de travail aménagés de manière à faciliter la conciliation travail-vie personnelle, s'occuper des jeunes enfants, composer avec les problèmes de vie personnelle et de s'occuper des enfants, des jeunes enfants. Donc, s'assurer qu'on peut aller chercher les enfants à l'école ou à la garderie ou bien les porter. Donc, c'est différentes façons d'alléger le calendrier des gens et pour avoir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Parce que lorsque les gens travaillent avec des personnes qui ont des traumatismes, ça va les aider à avoir moins de traumatismes, eux, dans leur vie.
pour qu'elles puissent avoir l'énergie suffisante pour travailler. Et lorsqu'on regarde aussi les charges de travail et les attentes professionnelles raisonnables, on veut créer des stratégies et puis des graphiques et qui nous donnent le protocole de travail, c'est-à-dire les, pour que les gens ne ressentent pas trop de fardeau dans leur travail. Donc, on veut vraiment gérer le travail de ces différents travailleurs de première ligne pour améliorer la productivité. J'ai mentionné aussi dans une diapositive précédente, c'est très important de le faire. Donc, le développement professionnel est très, très important. Ce qu'on fait à Caustic est très utile. C'est qu'est-ce qu'on fait après une évaluation d'une manière après pour les aider à s'améliorer. On a des réunions avec les employés pour développer un programme de formation pour l'année. Donc, des régions, des domaines de développement ou d'intérêt où la personne voudrait s'améliorer. Donc, pour augmenter leurs compétences et mieux les équiper pour mieux desservir les clients avec lesquels ils travaillent. Donc, pour moi, c'est une occasion continuelle pour que les membres du personnel augmentent leurs compétences. Et c'est très, très important. Et parce que chaque client peut avoir une situation difficile. Donc, on veut une évaluation annuelle ou continuelle du personnel. Et bien sûr, le travail évolue constamment. Donc, voici les 5 niveaux là, de programmes de soutien, d'éléments de programme de soutien. Donc, on parlait de milieu physique sécuritaire et agréable, congé personnel ou de santé mentale, horaire de travail aménagé de manière à faciliter la conciliation travail-vie personnelle, charge de travail et attentes professionnelles raisonnables et développement professionnel des travailleurs de première ligne. Donc, supervision régulière est très, très, très importante. Des fois, dans des où il y a beaucoup de travail, une grande charge de travail, on va peut-être éliminer la supervision. Donc, la supervision, c'est un travail tellement important. Ça va vous permettre d'évaluer le travail que vous faites. On peut regarder la qualité. C'est un petit peu une assurance qualité. Et c'est aussi une façon de déterminer si on a besoin de plus de compétences ou plus d'informations et quel genre d'autres soutiens sont pour cela. C'est très, très important. Aussi, des espaces pour débriefer et puis avoir des idées constructives. Donc, pour des réunions de débriefing, ce n'est pas aussi de voir si on atteint nos cibles et puis l'assurance qualité, mais on veut aussi un endroit où on fait un remue-ménage et on élabore des idées, des nouvelles idées. Et puis, on partage des idées qui vont soit améliorer les choses ou mieux augmenter la prestation de services. Et une autre façon importante, lorsqu'on regarde les soins personnels, continuer à voir comment bâtir et solidifier l'équipe. Donc, on veut les activités de renforcement d'équipe qui incitent au respect et à la collégialité. Donc, c'est comme ça qu'on peut renforcer l'équipe. Pas seulement d'être sur les lieux, on peut peut-être travailler à la maison, mais vous êtes peut-être familier avec certaines façons que les gens quittent le bureau. Peut-être que quand quelqu'un quitte le bureau, ça ne doit pas être... c'est-à-dire que ce genre d'activité de renforcement d'équipe, ça n'a pas besoin d'être très cher. Vous pouvez peut-être prendre une demi-journée pour aller faire une marche dans les bois. Donc, peut-être que ça vous donne l'occasion de parler de ce que vous avez en commun et de vos intérêts, et puis ça va renforcer l'équipe. Donc, quelque chose de très important aussi, c'est de reconnaître des réalisations personnelles et professionnelles. On voit cela souvent. Les gens se plaignent de toutes les émissions des célébrités à la télévision, mais c'est rarement qu'on voit des gens, des travailleurs en établissement qui sont reconnus pour leur travail. Donc, chaque organisation devrait avoir une façon de reconnaître soit d'un travail exceptionnel ou le travail du programme ou le travail d'équipe, que ce soit
tous ensemble et vous validez les uns les autres et en mangeant ensemble ou avoir des certificats pour reconnaître les réalisations. Donc, c'est très important. Ça valide le travail et démontre que le travail est très important. Donc, ça fait leur raison de la personne et lui démontre que son travail est important. Donc, ça leur aide à comprendre que s'ils font une différence par leur travail. Donc, on veut voir et quantifier et qualifier le travail et le genre d'impact qu'on fait chez les autres. Dans notre travail, c'est difficile de mesurer. On ne sait pas immédiatement quel est l'impact de notre travail dans la vie de quelqu'un d'autre. Et puis, on pourrait questionner. Donc, on voit des histoires, des récits de succès, on doit les partager, on doit les honorer et on doit les reconnaître. Donc, on a parlé d'une organisation, on parlait d'encourager les soins personnels. Ce que je veux dire par là, c'est des actions intentionnelles et actives. Donc, ça inclut, il faut parler de votre santé mentale, physique, spirituelle et émotive. Donc, il faut prendre le temps individuellement de voir comment je prends soin de ma santé physique, mentale, spirituelle et émotionnelle. Ça veut dire s'asseoir et élaborer quelque chose qui est individuel sur mes besoins uniques. Donc, si je peux voir ma meilleure façon de me relaxer, c'est de sortir dehors et faire de l'exercice physique. Je devrais me fixer un rendez-vous chaque jour ou au moins 3 fois par semaine, comme vous voyez ici dans la photo, de faire une randonnée en bicyclette ou bien écouter de la musique pendant une demi-heure, 1 heure. Donc, trouver ce temps et fixer ce rendez-vous avec soi. Donc, concilier les besoins personnels et professionnels où je peux vraiment écouter de la musique, c'est-à-dire éliminer, le travail personnel et le travail professionnel et puis prendre ce temps pour soi. Il faut réfléchir à des façons qui nous aident à se détendre. Peut-être se rencontrer avec des amis, vous assurer de fixer des rendez-vous avec des amis, des occasions de socialiser les choses et ne pas parler du travail dans lequel vous prenez part, mais aussi de rire. Vous savez que le rire est un médicament très puissant. Donc, quand on rit, on crée énormément d'hormones, l'adrénaline, et ça change la chimie de notre corps. Donc, on a une détente psychologique et ça affecte aussi notre santé physique. Donc, encourager les soins personnels en fixant des rendez-vous et développant un plan de soins personnels individuels. Donc, ça veut dire quoi? En quoi consiste la prise en charge du bien-être personnel? Comme c'est le cas pour les réfugiés qui ont survécu à des traumatismes, la récupération et le rétablissement se produisent lorsque nous trouvons un sens et une valeur à notre vie. Comme nous avons mentionné durant notre dernier webinaire. Donc, des fois, on doit changer, des fois, on change sa propre vision du monde et puis le traumatisme indirect fait cela, des fois. Donc, on veut trouver des façons encore de trouver un sens aux choses et de donner une valeur à notre vie. Donc, il faut faire de l'autoréflexion. Avoir l'occasion de faire une autoréflexion, de vraiment réfléchir sur qu'est-ce qui est important, que ce soit la famille, que ce soit l'étude, que ce soit l'éthique ou l'intégrité, prendre le temps de vraiment réfléchir sur les choses et de trouver un sens à sa vie. Est-ce qu'on déterminer aussi si on se trouve sur un parcours, comme Maslow a dit, où on aurait l'actualisation personnelle. Donc, on essaie d'aller de regarder en soi et d'évaluer sa vie personnelle
et de faire un examen continuel pour voir qu'est-ce qui est important et comment avancer dans la vie et quel est l'objectif de notre travail, de nos interactions. Et aussi, l'important, c'est de pratiquer aussi la gratitude. Comment le faire? C'est d'avoir beaucoup de reconnaissance et d'être juste reconnaissant, que ce soit vers le travail, le privilège de travailler comme ça. Lorsqu'on entend des histoires confidentielles aussi, on veut être reconnaissant qu'on a la chance d'écouter. Et puis, quotidiennement, on ne peut pas dire occasionnellement ou tout simplement en redonnant à la communauté en écrivant un chèque de 25 à votre charité préférée. Mais c'est peut-être seulement ouvrir la porte à une personne qui est âgée ou qui ne peut pas marcher, par exemple. Il y a différentes façons de choses. Donc, il y a différentes façons de pratiquer la gratitude, la reconnaissance. Pourquoi? Parce que si vous faites un bon comportement, ça va changer ça change ses propres émotions. Donc, ça change l'humeur. Donc, c'est pour ça que si votre humeur, vous êtes en bonne humeur, vous allez faire de meilleures choses que si vous n'êtes pas. Donc, aussi, des activités artistiques, créatives et expressives, donc que ce soit lire des livres ou bien regarder de l'art visuel. Ou peut-être que vous pouvez vous-même jouer de la guitare ou faire de la peinture ou aller au théâtre. Donc, lorsqu'un certain auteur grec, lorsqu'il développait les tragédies, il savait que les gens venaient voir, ils pouvaient beaucoup pleurer, donc ça peut bien libérer les gens, les émotions des gens. Donc, on peut beaucoup connecter avec ses propres émotions et on ressent de la vie. C'est très, très important. Donc, aussi participer à des activités, à des projets communautaires positifs et constructifs, par exemple des projets ou des campagnes de changement social. Par exemple, marcher dans une parade de fierté, une parade de fierté. Donc, que ce soit à Toronto, quelles sont les activités uniques qui existent ici? Quelques semaines avant Noël, il y a un chariot de golf vient dans la rue et puis fait du klaxon et puis tout le monde contribue des jouets et après ça, ces jouets accumulés sont donnés dans un hôpital ou pour les enfants. Donc, on change la façon qu'on ressent les choses. On a tous besoin d'un sentiment de connexion avec notre famille, notre société, et ça fait partie des soins personnels. Donc, si la pratique religieuse ou spirituelle est importante pour vous, donc c'est important de prendre le temps de faire ces choses. Souvent, lorsque quelqu'un trouve un sens aux choses, ça devient une pratique spirituelle. C'est peut-être pas une pratique religieuse, mais connecter avec quelqu'un, ou bien faire de bonnes actions, c'est l'idée même de l'autoréflexion et de la gratitude. Si on regarde vraiment, c'est vraiment c'est intégré dans les pratiques religieuses et spirituelles. Donc, si on regarde maintenant les exercices de détachement, je vais vous montrer 2 diapositives qui portent sur ces exercices de détachement. Lorsqu'on est dans une interaction avec nos clients, on doit porter attention à notre posture et à notre respiration. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va imiter le stress de nos clients. Si notre client est en colère ou anxieux, on va d'habitude s'attacher à ça et puis l'imiter. Donc, ces exercices de détachement nous permettent de ne pas le faire. Donc, on est
Donc, dans votre exposition à ce genre de traumatisme, on va trop faire les choses comme eux. Donc, s'ils respirent trop rapidement, donc peut-être que on va commencer à respirer rapidement, peut-être que notre pouls va augmenter aussi. Donc, il faut prêter attention au moment où vous faites leur reflet. De temps à autre, changez consciemment votre posture, votre respiration, votre expression. Il faut reprendre son calme parce que faire le reflet de l'autre, ça va d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire que le client peut commencer aussi à refléter ce que vous lui montrez si vous êtes très calme surtout. Donc, remarquez si vous vous sentez différemment et si vous observez un changement chez l'autre personne. Donc, ça a été validé empiriquement. Donc, si vous tenez tout droit, vous commencez à respirer d'une manière très calme, puis d'une manière calme. Si vous vous levez pour aller à la toilette, vous pouvez relaxer votre visage et vos yeux. C'est une façon de devenir conscient de votre état d'âme lorsque vous interagissez avec vos clients. Parce que vous recevez toutes les émotions négatives et de votre client. Donc, vous maîtriserez mieux vos émotions quand vous éviterez consciemment de refléter les réactions de stress et de déstress des autres. Donc, les astuces de détachement, c'est s'asseoir bien droit, croiser ou décroiser les jambes aussi, tendre des muscles précis et les relâcher aussi. Donc, cligner des yeux aussi. Donc, et même prendre des notes. Donc, c'est Donc, les astuces de détachement, c'est une bonne façon d'enlever le stress dans une interaction avec les clients traumatisés. Donc, les soins physiques sont très, très importants. C'est un fondement aux bons soins psychologiques. Donc, un sommeil réparateur, avoir un régime alimentaire sain, avoir un exercice physique régulier, faire un exercice physique régulier. Donc, aussi, promenade de santé dans la nature, c'est important. Donc, on est stimulé visuellement. Si vous marchez dans une ville qui est trop stimulée, qui fait beaucoup de bruit, donc il y a la pollution du bruit, vous absorbez l'énergie négative. Si je suis au centre-ville de Toronto, les gens sont agités, ils marchent trop vite. Donc, je vais prendre leur humeur, leur anxiété. Mais si je me promène dans un parc calme, je peux peut-être entendre et voir des choses qui sont calmes, que ce soit les beaux arômes, les beaux sons. Et puis, la couleur verte de la nature peut me calmer et m'aider à respirer plus calmement. Vous remarquez les gens qui sont au parc qui sont beaucoup plus relax, qu'ils soient assis sur des bancs, ils marchent d'une manière calme. Peut-être qu'ils sont près de l'eau, d'un lac, d'une rivière, donc qui peuvent c'est ce genre de milieu environnemental naturel peut aider votre humeur. On ne se rend pas compte à quel point le stress est important et peut changer votre santé physique et émotive. Donc, un rendez-vous annuel chez le médecin est une manière de se rassurer et peut-être faire des changements, à savoir comment on compose avec le stress. Pour la santé mentale et émotionnelle, pour moi, la manière la plus efficace d'avoir une santé mentale et émotionnelle, c'est de prendre la pleine conscience, qu'on appelle en anglais mindfulness. Ça serait le fait de porter attention d'une façon particulière, délibérément, dans l'instant présent, sans porter de jugement. Donc, ça devient, j'en ai parlé, on va prendre des promenades dans la nature. On va s'arrêter, on va regarder des arbres et peut-être l'écorce d'un arbre. On va regarder peut-être la forme des feuilles et des couleurs particulières dans les plantes. Vous faites attention d'une manière très délibérée et vous êtes dans le moment. Vous prenez le temps de remarquer les arômes. Vous ne portez pas de jugement.
C'est très important de rester dans l'instant présent. Être dans la pleine conscience, c'est de ne plus porter de jugement. Ça ne veut pas dire que ça c'est un arbre laid ou la racine sur laquelle je mange. Ou moi, le petit chemin sur lequel je me promène a des trous. Mais ça serait plutôt de regarder euh, plutôt plutôt regarder le pavé, regarder tous les angles, les couleurs, les textures. Ce n'est pas de dire « je déteste ce vent, il dérange mes coiffures, mais défait ma coiffure », mais non. On veut tout simplement ressentir le vent et être dans le moment présent et de prendre l'expérience, et remarquer les émotions qui ressortent, quel impact cela a su sur vous. Donc, c'est très, très important parce que vous le faites d'une manière dénuée de jugement. Vous n'êtes pas qualifié pour, en fait, faire de jugement sur une expérience particulière. Donc, comment pratiquer la pleine conscience? Il y a des pratiques formelles et informelles. Donc, même lorsque vous mangez ou vous marchez en pleine conscience, l'alimentation en pleine conscience, ça veut dire que lorsque vous prenez plaisir à votre nourriture et puis que vous mangez d'une manière lentement, vous prenez vraiment le temps là, de ressentir les textures, l'arôme, la chaleur, les couleurs. Vous êtes très conscient et vous ralentissez et vous faites l'expérience de tous les aspects de vos nourritures. Donc, vous n'allez pas rapidement pour manger rapidement, là, pour faire un regain d'énergie, mais vous allez commencer à remarquer les différentes textures. Vous allez remarquer aussi votre respiration. Est-ce que c'est une respiration en profondeur ou en superficie? Et puis, vous devenez conscient de tous les sons qui sont dans votre milieu. Lorsque vous êtes en forêt, vous allez peut-être remarquer des oiseaux ou d'autres animaux, peut-être des chiens, peut-être les feuilles qui se débattent dans l'air. Aussi, lorsqu'on marche, peut-être le son très calmant de la neige sous nos pas ou de la glace sous nos pas. Et puis, lorsqu'on regarde, on regarde tous les cinq sens. Donc, être en pleine conscience, c'est d'être conscient des cinq sens qui sont stimulés constamment, mais souvent d'une manière trop rapide. Et on ne prend pas le temps d'y faire attention. Pensez à toutes les des cinq sens, le toucher, la vue, l'odeur, l'ouïe et les goûts. Donc, ça va stimuler les émotions. Les émotions vont stimuler les cinq sens. Nos pensées aussi. On pense constamment. Et les pensées sont toujours en train de faire. Donc, essayez de prendre le temps de penser à vos pensées. Donc, pour que vous puissiez vraiment mieux traiter et de faire l'expérience de ces pensées. Et puis, les émotions ne sont pas constantes, mais elles continuent à évoluer. Elles ne sont pas différentes d'une journée à l'autre. Si vous regardez la météo, on a peut-être une prévision météorologique qui nous dit que un maximum de 3 et un minimum de -4. Mais entre le +3 et le -4, il y a beaucoup de transitions, donc il y a des émotions. Peut-être qu'on se sent heureux, peut-être triste, peut-être qu'on se sent euh, complaisant dans une heure ou deux. Donc, on devient conscient de toutes les expériences émotives que vous vivez dans la journée. Donc, quels sont les avantages de la pleine conscience appuyés par des données empiriques? Donc, ce qui se passe lorsque vous devenez conscient de vos sens, vous diminuez la rumination. Ça veut dire trop de réflexion.
qui, qui entament l'anxiété et le stress. Lorsque vous prenez la pleine conscience, vous allez diminuer la pensée obsessive et la rumination. Je dois aller à la maison, je dois aller chercher les enfants, je dois aller commencer le repas. Donc, vous y pensez toute la journée, donc ça vous distrait et ça crée du stress. Si vous pratiquez la pleine conscience quotidiennement et d'une manière de vivre, vous réduisez votre stress. Vous stimulez votre mémoire opérationnelle, votre concentration. Vous avez moins de réactions émotionnelles. Donc, vous ne passez pas d'une réaction émotive à une autre. Donc, s'il y a un événement, une situation au travail, vous ne réagissez pas, vous répondez. Donc, ça aussi augmente une flexibilité cognitive accrue. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est présenté avec un problème très important. Lorsqu'on est dans un état de pleine conscience, il y a beaucoup plus de flexibilité dans la considération de toutes les options qui se présentent à vous. Comment approcher un problème. Donc, les stratégies, les options se présentent à votre esprit d'une manière plus efficace, que ce soit dans une situation professionnelle ou personnelle. Et ça augmente aussi la satisfaction des relations, que ce soit les relations intimes ou vos relations collégiales ou entre collègues. Donc, il y a voici tous les avantages, entre autres, de la pleine conscience. Donc, les effets sur les aidants, c'est que ça augmente votre empathie, ça augmente votre compassion. Et si vous faites attention maintenant, ce que l'usure de la compassion et puis l'usure professionnelle, ça réduit votre empathie, votre compassion et réduit vos émotions. Mais ici, les effets de la pleine conscience, ça augmente vos aptitudes à conseiller parce que vous êtes en meilleure humeur. Ça diminue aussi le stress et l'anxiété et ça vous donne généralement une meilleure qualité de vie. Donc, pratiquer la gratitude, je vais être plus spécifique. Donc, c'est dresser une liste de toutes les bénédictions de votre vie. Ensuite, ça vous donne l'habilité de transformer vos pensées négatives en pensées de gratitude. Donc, c'est vraiment de rechercher le côté positif des choses. Donc, au lieu de se plaindre des choses, on voit les belles choses de la vie. Vous voyez les gens souvent qui ont beaucoup d'usure de compassion ou bien l'épuisement professionnel, sont toujours en train de remarquer les choses qui ont besoin de changer, qui ne va pas. Voici ce qui ne va pas bien avec cette organisation. Je ne peux pas m'entendre avec ce collègue. Donc, pour même le traumatisme indirect, l'épuisement professionnel et l'usure de compassion, c'est de regarder les choses d'une manière négative. Donc, il faut chercher le côté positif des choses. Donc, concentrez-vous sur ce qui va bien dans votre vie. Il n'y a rien de plus important maintenant que bâtir des réseaux sociaux efficaces. Entourez-vous de gens qui vous rendent heureux. C'est Karl Marx qui dit que entourez-vous de gens qui vous rendent heureux, de jeux qui vous font rire et vous aident quand vous en avez besoin, des gens qui vous aiment vraiment. Si vous remarquez, on bâtit nos réseaux de soutien avec des gens qui ont des choses en commun avec nous. Et puis, ça nous aide à trouver le bonheur. On essaie de ne pas d'être près des gens qui sont en colère et puis qui ont de l'amertume. On veut, parce que sinon, on va développer ces défauts, en fait. Donc, il faut être autour de gens qui sont positifs et qui vous soutiennent et qui vous aiment dans des moments de détresse. Et ça crée un environnement positif. Et je vais vous laisser aujourd'hui avec la pensée suivante. Chaque jour, cherchez quelque chose de positif. Persistez, même si la recherche est parfois ardue. Encore là, pensez à la positivité dans votre travail et dans votre vie personnelle. Voici certaines des références avec le contenu que je vous ai donné. Et puis, je voulais tout simplement vous dire merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Merci à Aressa d'avoir produit ce webinaire et de m'avoir demandé de participer. Donc, voici la période de questions qui va commencer bientôt. Alors, j'espère que je vais vous donner des bonnes réponses. Merci beaucoup, Vince. Je pense que votre présentation nous a donné beaucoup d'astuces et de stratégies comme individu et
comme organisation qu'on peut mettre en pratique immédiatement. Comme Vince l'a mentionné, nous allons prendre quelques minutes pour vos questions, tandis que vous tapez vos questions dans la boîte de questions et réponses en bas de l'écran. Et lorsque vous votez sur les questions qui vous plaisent, donc je vais vous dire que Nancy a demandé si vous pourriez partager les documents de Toronto lorsqu'on parle du contact de la police ou d'autres choses. Ah, je vais essayer de ce faire, de vous donner l'accord de l'organisme de la violence contre les femmes et pour la protection des enfants. Donc, c'est un document du ministère de l'Ontario. Ce n'est pas un document à l'interne, donc c'est un document très important que je peux partager avec vous si on m'accorde la permission. Ça vous donne l'occasion de voir certains scénarios. Et quelles seraient vos réponses à ces scénarios? Fantastique, bien compris. Je peux partager certaines des politiques que nous avons en place, qui incluent des protocoles autour. Encore là, j'aurais besoin de la permission d'une organisation pour obtenir ces protocoles et pouvoir vous les partager. Mais si oui, je serais très heureux de vous les partager avec vous. Merci. Et si vous avez des politiques ou vos protocoles, ce seront une inspiration pour qu'on peut adapter à un contexte particulier dans lequel on travaille. Vince, moi, j'ai une question pour commencer les choses. Je me demande comment, comme un travailleur de première ligne, comment on peut essayer de changer la culture, changement de culture par rapport aux soins du personnel si il y a un manque là-dessus. Je pense que la première chose, dans toute élaboration de politique, on veut créer un énoncé que l'organisation va pouvoir évaluer. Je solliciterai des opinions et des commentaires des membres du personnel de première ligne pour voir quels sont leurs besoins. Lorsqu'on développe des politiques organisationnelles, on doit regarder les ressources. Par exemple, on peut regarder la banque de jours de congés maladie. Peut-être qu'on peut choisir des congés de maladie pour une journée de personnel au lieu de dire que c'est au lieu de devoir dire qu'ils sont malades et de se sentir coupables parce que c'était vraiment pour leur santé mentale. Et puis peut-être aller en nature. Donc, ça serait peut-être des choses difficiles à gérer. Donc, on aurait besoin des commentaires de la direction et peut-être d'autres employés de première ligne. Mais la première chose, c'est, j'en ai parlé dans notre webinaire de la semaine prochaine, la semaine dernière, c'est de développer une politique qui est informée par les traumatismes. Donc, ça serait de valider, de créer un milieu de travail sécuritaire, surtout par rapport aux clients avec lesquels on communique. Ensuite, on veut des énoncés politiques solides qui portent sur le bien-être physique, mental, émotif des gens. C'est pas seulement la sécurité physique, mais aussi mentale et émotive. Et aussi en train de trouver des solutions pratiques. Donc, lorsque vous développez des budgets, donc ces énoncés vont vous aider à rendre la chose permanente, donc inclure cela dans la discussion annuelle du budget. Et aussi, il y a toujours des contraintes financières. Donc, toutes les politiques ne devraient pas être nécessairement venir de la direction, mais peut-être que peuvent venir du personnel même. Ce qu'on a trouvé ici à Costi, c'est que nous avons un vendredi à chaque mois, un après-midi, où nous consacrons aux soins personnels. Donc, nous avons un membre du personnel qui vient et qui apporte leur méthode personnelle. Donc, pour les personnes qui aiment la poésie, donc ils vont apporter leur
leur poème préféré et puis ils vont les lire durant ce temps. Donc, les gens qui aiment regarder des sitcoms vont apporter une comédie télévisée pour la regarder. Quelque chose qui était très important, c'était on avait un thérapeute en art, on avait fait un exercice de thérapie d'art où on a utilisé donc on, on avait pu utiliser de l'argile pour faire cette activité. On a donné notre 20 notre 25 pour acheter l'argile et puis on a fait l'activité. Donc si vous cherchez les idées des travailleurs de première ligne, donc ça serait beaucoup plus efficace et puis c'est eux qui doivent vivre avec l'assiette politique. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Caroline. Oui, je pense que c'est merveilleux. Merci. J'aimerais rappeler à tout le monde de taper vos questions dans la boîte de questions-réponses. Les gens vont pouvoir voter votre question. Pierre, il y a une question en termes de protocole et de directive. Est-ce que vous avez une traduction française? Et puis, l'applicabilité aux organisations francophones. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Je ne pense pas que nous avons un exemplaire français pour nos documents, mais je peux vérifier encore une fois. Je pense qu'une politique francophone, je pense que toute organisation francophone auront les mêmes besoins que les autres organisations, mais soyez conscients des changements culturels. Est-ce que vous parlez seulement de la langue ou bien est-ce que vous vouliez parler des différences culturelles dans l'organisme francophone? Peut-être qu'il y a des changements, peut-être que vous voulez être conscient des nuances culturelles, vous voulez valider cela, et je pense que vous devez incorporer cela dans toute politique. Absolument. Je pense qu'il y a des différences culturelles dans une organisation anglophone ou francophone. Elles doivent être reconnues et doivent être validées et considérées lorsqu'on élabore une politique particulière. J'ai une autre question ici. Est-ce que vous avez une suggestion sur comment approcher dans le système scolaire pour demander des jours de santé mentale? Vous voulez dire pour un étudiant, un élève? Non, je ne suis pas certaine. Comment on peut approcher comment on peut aborder la question pour établir des congés de santé mentale dans le système d'éducation? Si vous travaillez dans une commission scolaire et que la commission scolaire est l'administrateur, je pense que la meilleure façon de faire cela, ça serait d'attirer l'attention sur l'importance des soins personnels. Si c'est quelqu'un qui travaille dans un organisme communautaire et a besoin d'un congé pour des raisons de santé mentale, j'aimerais passer cette journée avec un membre de la famille. Ça devrait être négocié avec le professeur. Je voudrais sortir mon enfant de l'école aujourd'hui parce que je veux participer avec mon enfant à ma journée de santé mentale. Donc, j'essaie de répondre aux deux possibilités de questions et puis je ne sais pas si j'ai bien répondu. Peut-être que la personne qui a posé la question, si on n'a pas bien répondu à votre question, on va peut-être la resoumettre et on va mieux répondre. Vince, est-ce que tu pourrais expliquer les stratégies pour faire des changements organisationnels en termes de soins personnels qui ne seraient pas seulement laissés aux soins du personnel, justement. Donc, il faudrait quelque chose de placé sur l'ordre du jour des réunions de la direction. Peut-être que vous pouvez en discuter avec votre superviseur, votre gérant, votre directeur, et c'est comme tout autre article dans l'ordre du jour. Ça serait chaque mois, peut-être que vous allez parler de cela. Qu'est-ce qu'on fait? Comment les gens se portent? Comment ça va pour les soins personnels? Ça serait comme
un élément de l'ordre du jour comme l'assurance qualité, par exemple. Comme ça, si on inclut toujours cela dans l'ordre du jour, ça change la culture. Donc, si vous mettez ça de l'avant et vous en parlez à chaque réunion, et donc ça tout seul, ça va changer les choses parce qu'il y aura nos attitudes qui vont changer. Donc, éventuellement, ces discussions vont amener au changement parce que vous collaborez ensemble et vous en discutez avec tout le monde et vous incluez la direction et puis le personnel. Et puis, c'est la direction qui l'amène au conseil. Donc, des fois, lorsqu'on change les politiques, on aurait besoin de l'approbation du conseil. Donc, c'est toujours bien. Je pense que tout directeur qui est ouvert d'esprit est très préoccupé par la santé et le bien-être de son personnel. Donc, si on inclut les soins de santé, les soins personnels, les soins du personnel dans l'ordre du jour régulièrement, ça va toujours, ça va vraiment changer les choses. Donc, je pense que les réunions d'équipe sont très importantes. Donc, Nancy demande, est-ce que ERISA pourrait rassembler les meilleures pratiques des agences d'établissement par rapport et politiques d'aide au personnel et de pratiques informées par le traumatisme et les protocoles? Donc, oui, je pense que oui. Si vous regardez le site web settlement.org, donc c'est bilingue, settlement.org. Donc, ERISA fait des groupes d'établissements là, mais si vous faites une recherche sur ce site bilingue, vous allez trouver une richesse en termes d'informations. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Vince, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voudrais mentionner? J'aimerais tout simplement te remercier, Caroline, et puis tous les participants. C'était un privilège pour moi de participer dans ces webinaires et merci beaucoup pour cette occasion. Donc, je souhaite le meilleur succès à vous tous pour votre travail. Je sais que votre travail comporte beaucoup de défis. Donc, j'espère que mon expérience et mes connaissances vont vous aider et faire une différence dans le travail que vous faites. Donc, merci beaucoup. Donc, merci à toutes les personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui. Merci encore à Vince pour une présentation excellente. Donc, ça conclut la première série de webinaires d'ARESA. Encore une fois, les deux webinaires vont être affichés sur notre site web pour être visionnés sur demande. Donc, visitez tout simplement aresa.ca. Donc, merci beaucoup pour votre visite et puis à la prochaine.